Je suis très apprécié car je suis hyper excitant. Je cumule en effet les effets stimulants qu'on peut retrouver dans la cocaïne par exemple et les effets apaisants qu'on peut retrouver dans l'héroïne. Le cerveau humain adore cette substance. Je suis aussi apparemment, même dans les milieux non chrétiens, considéré comme un fléau. Je suis, messieurs... Question pour un champion. Question pour un champion, je suis la pornographie. C'est le sujet du jour. Et pour démarrer tout de suite, il y a eu deux phrases récentes qui ont été retransmises par les médias. D'abord une phrase de Mounir Majoubi, qui est le secrétaire d'État chargé du numérique, qui a dit qu'au gouvernement, nous n'étions pas contre le porno, mais nous ne le célébrions pas. Je cite. Une autre phrase de Guillaume Canet, acteur et réalisateur, à l'occasion de la sortie du film L'amour est une fête, qui donc un film qui évolue dans le milieu du X, qui dit que s'il voyait son fils regarder un porno, ça le ferait marrer. Je cite, avant, et pour être honnête à son égard, qui rajoute d'un ton plus sérieux, que quand même, il faut être vigilant pour que les mineurs n'aient pas accès à des images, je cite toujours, traumatisantes et violentes. Messieurs, votre choix de réaction rapide sur l'une ou l'autre de ces deux citations. C'est parti. David. Oui, bonjour. Bonjour David. Je pense que je suis d'accord avec la phrase du secrétaire d'État. D'accord. C'est-à-dire que je pense qu'un État n'a pas à être contre quelque chose qui est autorisé. Ok. Et en même temps, il dit bien que voilà, c'est pas forcément quelque chose qui est moralement recommandable ou pas, mais ça fait partie des libertés publiques. Et donc, il s'en pose un petit peu le garant, tout en le contrôlant. Tout en le contrôlant, très bien, merci beaucoup. Bernard. J'avais envie de dire, de toute avec façon, ton petit air penché. J'avais envie de dire, de toute façon, j'ai juste envie de sortir les mouchoirs. Mais quoi c'est par rapport à Guillaume Canet. C'est avec Guillaume Canet. Oui. Okay, tout de suite, l'esprit, je ne sais pas de quoi tu parles. Moi, ça serait quand même celle de Mounir Majoubi que je retiendrai, parce que celle de Guillaume Canet m'attriste un petit peu quand même. Le fait de rigoler parce que son gamin est en train de mater un porno. Malgré le fait qu'il ait rajouté avec un ton plus sérieux, je cite l'article Figaro. Oui, mais non. Ok, très bien. Eh bien moi, je partirais de l'expression de Guillaume Canet, pas pour la revendiquer en tant que telle, mais pour me mettre en défi pour notre émission. Je pense que quand on prend même le terme de porno, on peut attiser l'oreille de nos auditeurs et déjà avoir des sourires sournois, un peu comme on peut les avoir. Et derrière, c'est un sujet qui pose la question de notre manière d'être en relation à l'autre. Bon, très bien. Et pour moi-même, je retiendrai également la citation de Guillaume Canet, en tout cas pour sa première partie qui m'a vraiment choqué. Et je me suis dit, il y a un vrai besoin, en tout cas d'information. Même si la deuxième partie était plus rassurante parce qu'il a adopté un ton, je cite, plus sérieux. Néanmoins, je pense, mais c'est une opinion personnelle, qu'il y a une certaine légèreté avec laquelle je ne suis pas en phase dans le rapport à la pornographie. Je ne parle pas de moralité, je parle de légèreté. Ok, eh bien écoutez, merci pour ce tour de table. L'objectif, le triple objectif et bénéfice de l'émission, pour vous qui nous écoutez et qui nous regardez, sont les suivants. On va essayer d'éclairer déjà le pourquoi la pornographie est tellement présente et tellement excitante, d'après mon lancement aujourd'hui. Ça, c'est le premier objectif. Ça peut vous être utile pour vous, bien sûr, et notamment si vous avez des enfants, puisque l'accessibilité de la pornographie aux mineurs fait justement l'objet de cette vigilance gouvernementale. Bon, c'est pas spécifique à la France, bien entendu. Le deuxième objectif de l'émission, c'est de comprendre les enjeux, les conséquences. Puisqu'apparemment, je semble dire, opinion personnelle, qu'il ne faut pas être léger par rapport à la thématique. Eh bien, pourquoi alors, Philippe ? Donc, c'est un des points qu'on va débattre ensemble aujourd'hui. Et le troisième objectif, puisque Éclairage est animé par une équipe de chrétiens pluriels, c'est le chrétien a-t-il quelque chose à dire par rapport à ce sujet, en dehors de dire « c'est pas bien ». Ok, voilà, on va essayer de dépasser la moralité et de voir quel est le projet de la Bible et de Dieu par rapport à notre sexualité. Oui, parce que, d'après moi, il y a un super projet. Voilà les trois objectifs de l'émission. Ne tape pas trop sur la table. Non, je ne tape pas trop sur la table. Il y a quelque chose que... tu as parlé de
de pornographie et de sexualité. Pour moi, c'est pas la même chose. D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, on verra justement quelles sont les limites entre sexualité et pornographie. On verra notamment un terme grec, je crois, dans la Bible. Oula. Ouais, non, ça va voler. T'as préparé. Ça va voler haut aujourd'hui. Par rapport aux faits déjà qui ont déclenché cette émission, quelle était votre réaction, messieurs, sur ce que j'ai qualifié de télescopage entre, d'une part, on a Marlène Schiappa qui annonce que cet été, le président de la République, Emmanuel Macron, lui a fixé parmi les 3 priorités de sa responsabilité la lutte contre l'accessibilité à la pornographie, on va dire, hors cadre. Et puis d'un autre côté, inscrit au programme du SPD, donc le parti allemand qui est en coalition d'ailleurs gouvernementale avec Angela Merkel, qui prévoit dans son programme de financer du porno féministe pour casser les stéréotypes véhiculés par les films X traditionnels, le classique entre guillemets. Qu'est-ce que vous pensez de ce télescopage ? Je vois que Marc est prêt. Ce que je trouve intéressant dans le débat qui est en cours, c'est une nouvelle fois pas tant la question du porno, mais on va être resté dans le sujet, que la question du développement des réseaux sociaux, de l'accès des sites et de la manière dont on peut, dans cette liberté totale, protéger sur des dérives. C'est ça qui me semble important, parce que la question du porno, c'est une question, j'allais dire, éternelle. C'est une question qui est de loin récurrente. Tout à fait. La télévision, c'était un énorme débat dans nos jeunesses. C'était dire, peut-on y avoir accès, pas accès, comment, etc. Et donc, peu à peu, on a mis des remparts pour protéger et faire que l'accès puisse être contrôlé pour que ceux qui n'ont pas à le voir ou n'ont pas envie de le voir puissent ne pas le voir. La question se pose maintenant sur, bien évidemment, les réseaux sociaux et Internet. Est-ce que tout est permis ? Et est-ce que l'enfant qui pourrait, par curiosité, avoir une envie, peut y accéder ? Et quelle responsabilité les parents peuvent avoir là-dedans ? Ce débat, il est intéressant. Après, juste pour terminer, sur la question du porno. Et tu l'as bien introduit, parce que c'est vrai que ça a été pour moi un étonnement. Peut-il y avoir un porno, des films porno qui puissent être promus au nom du féminisme. J'avoue que j'ai resté un peu interloqué quand j'ai appris cela, parce que derrière, mais on va en discuter ensemble, c'est qu'est-ce que l'on met derrière. Et je me souviens des débats que j'avais pu avoir en famille d'ailleurs, entre la limite du film érotique et du film porno. Et c'est de se dire, voilà, où on met le curseur à ce niveau-là. Mais c'est aussi le regard que l'on va porter, bien évidemment, sur notre sexualité, sur notre rapport à l'autre, pour pouvoir, et moi je mets tout de suite en avant, quelque chose qui fait partie de notre humanité, c'est la sexualité. Toujours sur ce télescopage, messieurs ? Alors le télescopage... Bernard c'est assez intéressant de mettre ça aussi en perspective avec la citation de l'interview en tout cas de Guillaume Canet, où il dit que en fait, et je rejoins ce que vient de dire Marc en évoquant ça, où il dit que lui préfère voir un film érotique qu'un film trash, et puis il donne des exemples. Tout à fait. La réalité aujourd'hui de ce que nous vivons, y compris dans les dispositions que le gouvernement veut mettre en place, avec les recommandations faites à Marlène Schiappa, c'est comment, à la lumière du développement de tout ce qu'on a à notre portée, comment réguler les choses, ou en tout cas éviter qu'il y ait des dérives. Marc évoquait sa jeunesse, je pourrais parler de la mienne. Guillaume Canet parle du coup de la passoire pour regarder les films porno sur Canal+. Non, j'avais pas Canal+ à la maison, mais je me souviens. Il n'y avait pas Canal+ à la maison chez moi quand j'avais l'âge d'utiliser la passoire. C'était crypté, donc tu pouvais jouer à la passoire. Voilà, non mais voilà. Ok, David. Il moi, je trouve qu'il y a quand même que 2 choses qu'il ne faut pas mélanger, parce que sinon, en fait, on s'épuise dans des réflexions qui ne sont pas forcément fructueuses. C'est qu'il y a la question des enfants, c'est-à-dire de savoir comment les enfants ont accès ou non à un contenu pornographique. Et là, il y a un travail particulier qui est une responsabilité parentale et des moyens techniques qui sont offerts par ceux qui nous donnent maintenant un accès au monde très large pour qu'on puisse sereinement exercer son autorité parentale, de contrôler
qu'est-ce qu'on fait vivre à nos enfants. Et c'est nous qui en avons la responsabilité principale, personne d'autre. Et il y a le fait que nous, en tant qu'adultes, on est des adultes, donc on est considérés comme des personnes un peu finies, enfin terminées, mais quand même beaucoup conditionnés par beaucoup de stéréotypes qui nous enferment encore dans des schémas et dans lesquels on a besoin de renaître aussi. La réflexion, je pense, qui est en Allemagne, c'est c'est pas qu'une question maintenant de protéger les enfants, ça c'est primordial et c'est un sujet à part. Oui. Mais il y a le fait de savoir dans nos préjugés, qui soient sexistes, racistes, dans tous les domaines, comment est-ce qu'on est conditionné et conforté dans ces stéréotypes-là. Et c'est une bonne question de savoir aussi qui préempte nos stéréotypes et nous les impose. Parce qu'on soit contre ou pas, on est influencé. Même si on est contre la pub pour le shampoing, si on se la voit tous les jours, il y aura quand même quelque chose qui va travailler en nous. Voilà. Donc, comment on est exposé à cela ? Alors, il y a des gens qui disent, il y a des femmes et des hommes qui sont pas spécialement machistes, qui disent, ça serait bien qu'il y ait une offre plus large pour que on puisse s'ouvrir à beaucoup d'univers et pas simplement un univers. Donc, porno à vertu pédagogique alors. Mais pas pédagogique, c'est simplement. C'est pas comme ça que j'entends. C'est pas une question d'éduquer. Je pense qu'avec des adultes, on n'est plus dans la question d'éducation. On est juste dans la question de est-ce qu'on a une vision complètement étriquée des choses. Moi, je dirais une chose, c'est que sur Facebook ou tout ça, il y a aussi des façons étriquées d'aborder plein de sujets et des façons violentes. Parce que ce qu'on reproche aussi à la pornographie telle qu'elle est habituellement faite, c'est qu'elle est quand même un peu violente, c'est-à-dire qu'elle est impérieuse. La femme est souvent un objet, on va dire. Oui, elle est impérieuse, elle est nombriliste, voilà. Mais ces comportements-là, moi, je les constate pas seulement sur le sujet sexuel, je les constate dans plein d'endroits. La violence qu'il peut y avoir dans des discussions sur des sujets quelconques sur Facebook ou sur des réseaux sociaux me paraît aussi des façons complètement stéréotypées d'aborder les relations qu'on a aux autres. Et ça me préoccupe autant, peut-être pas, enfin, je ne voudrais pas faire de comparaison d'ordre de grandeur, mais c'est toute la question des stéréotypes. Philippe, dans la question que tu poses sur, finalement, le porno est-il presque un acte éducatif, un acte pour se renseigner ? Je crois que cette question-là... Le point du programme dans le parti SPD. Cette question-là, elle est quand même une question clé qu'on ne peut pas évacuer comme cela. C'est quoi ? C'est le rapport que l'on a. Et je crois que malheureusement, au fil des générations, les choses ne changent pas tellement. C'est-à-dire que la sexualité, c'est quelque chose qui intrigue, c'est quelque chose avec laquelle on peut être relativement mal à l'aise, et c'est quelque chose qui est du domaine bien souvent fantasmatique. Et quand on est, je crois qu'il faut être réaliste, quand on est adolescent et qu'on se pose plein de questions, comment on va faire ? Quand je vais me retrouver avec celle ou celui que j'ai envie, que je désire, comment je vais m'y prendre ? Et comment, dans cette quête d'apprentissage, des parents, des éducateurs, peuvent aborder cette question-là sans ricaner, en étant à l'aise, en étant confortable pour répondre. La plupart du temps, le constat, c'est qu'on est très mal à l'aise, enseignant ou parent. Et que donc, l'adolescent, et un peu plus tard, ça peut être vrai aussi pour l'adulte, c'est de voir, mais comment ça marche ? Qu'est-ce qui est possible ? Et puis, ma vie affective, j'aimerais tellement que ça soit mieux. Je vais aller voir qu'est-ce qui pourrait amener à ce que ça soit mieux. Et derrière, c'est ce porno qui, là, va donner une vision. Et on croit que, et c'est ça qui est dramatique à mon avis dans la construction de l'enfant et de l'adolescent, c'est de penser que parce que on nous montre cela, c'est cette réalité-là qui va suivre. Et donc, que ça déforme complètement la relation que nous avons à construire. Parce que derrière, il n'y a pas de miracle. La sexualité nous renvoie à la connaissance de soi et à la connaissance de l'autre. Et comment de manière fine, comment de manière amoureuse, j'allais dire, on va être en capacité de se rencontrer pour aussi pleinement vivre de notre sexualité. Bernard ? On est tout à fait dans ce que, me semble-t-il, évoquait David il y a quelques instants, c'est ce formatage. Quand tu nous as proposé de réfléchir un peu à tout ça, il y avait cette interview réalisée à Berlin de cette dame qui dit moi j'avais 18 ans, je savais pas comment faire, je suis allé voir un porno pour savoir comment
Et je me suis rendu compte qu'au lieu de m'ouvrir des perspectives, ça m'a traumatisé, ça m'a replié sur moi-même, tout ça. Et du coup, en tant que parent notamment, puisqu'on parle de vision, on parle de formatage, au-delà de toute moralité, quelle est la vision globalement et le formatage que propose aujourd'hui une éducation via le contenu pornographique ? Bernard, et peut-être David. J'ai 4 enfants. Je ne crois pas avoir parlé pornographie avec eux. Ok. Sexualité, ça a été fait de façon très, très légère. Quand je dis légère, je veux dire on a abordé le sujet soft, très soft, mais juste un garçon, une fille, tu sais comment ça fonctionne, voilà. Ok. Et je crois que ça relève effectivement d'une des ornières dans lesquelles aujourd'hui on se trouve, où ça reste, malgré tout, un sujet tabou. Admettons qu'on soit plus libre, qu'on aille plus en profondeur dans la discussion avec ses enfants notamment. J'en ai une récemment encore avec nos deux gars sur le sujet. Qu'est-ce qu'on peut dire à titre d'information, admettons que notre parole soit libérée, sur la vision et le formatage de la pornographie ? David, ça t'inspire ? Oui, alors j'avais une autre chose à dire, mais je vais essayer de l'intégrer avec ta question. Je te fais confiance. Bon, déjà, on constate, et c'est un constat évident, c'est que c'est une force très grande en nous. C'est la force sexuelle, on a, je pense, une grande partie de notre patrimoine génétique qui est quand même qui est construit là-dessus. C'est une sacrée puissance. Ça conditionne énormément de nos comportements, pas seulement avec le sexe opposé, mais dans nos relations, dans notre façon d'exprimer notre sensibilité, notre violence et tout ça. Tout ça est très nourri de ça. Donc c'est une force gigantesque qu'on ne peut pas nier et qu'on ne peut pas faire semblant devant des enfants qui ne sont peut-être pas encore dans un stade de leur sexualité où c'est très fort. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas et comme si c'était un sujet qui n'existait pas. Pour ça que je dirais, moi je serais plus... nuancé, tempéré, compréhensif pour la remarque de Guillaume Canet, parce que je pense que d'une certaine façon son rire, d'ailleurs qui est un rire qui est pas si rare que ça quand on parle de ce sujet-là, on pourrait en témoigner quelques minutes avant l'émission. C'est un rire un petit peu nerveux, un petit peu gêné. Je pense que ça sera jamais facile de parler de sexualité avec ses propres enfants, puisqu'il y a un tabou quand même particulier de la sexualité dans la famille entre les parents et les enfants, on sait très bien. Donc c'est pas des choses qu'on a envie de mélanger avec ses enfants. Tout à fait. On les protège de ça. On propose de déculpabiliser tous les parents peut-être qui nous écoutent, qui disent mince, j'ai été une mauvaise mère, mauvais père, j'en ai pas, parce que c'est normal. De toute façon, Bernard est le premier pêcheur, apparemment. Donc voilà, les enfants n'ont pas envie de parler de ça avec leurs parents, David. Parce que c'est quelque chose qui est tabou. La chambre à coucher de leurs parents est un endroit tabou et tout ça. Donc absolument. Il y a tout ça. Et il y a aussi le fait que je trouve que de rire, c'est aussi peut-être pas la plus mauvaise façon de réagir, parce que c'est dire ok, t'as fait quelque chose. Bon. Ok, c'est un peu en riant, ça veut dire waouh, on t'a vu un truc, c'est un petit peu surprenant et tout ça. Mais de rire, c'est aussi de dire bon, ce que tu as vu, ça n'est pas grave, ça n'est pas un sujet mauvais. Je veux dire, tu n'as pas mis le doigt dans quelque chose qui est la sexualité n'est pas quelque chose de mauvais. D'accord. Voilà. Donc bien. Si maintenant, quand un enfant a vu, si un enfant a vu une image comme ça et qu'on réagit en disant bon sang, qu'est-ce que tu as vu, ça n'est pas bien, il faut plus que tu fasses ça et tout ça. Voilà, il va commencer peut-être à associer la sexualité à quelque chose qui est vraiment un sac de culpabilité, un sac de péché, et je ne suis pas sûr qu'on lui rende grand service en faisant ça. Très bien, mais du coup, est-ce que dans sa tête, il ne fait pas sexualité égale comme j'ai vu lors du contenu pornographique ? Bien évidemment. Alors, quelles sont les caractéristiques ? Non, pas forcément, mais bien évidemment. Alors, quelles peuvent être les caractéristiques globalement véhiculées par le contenu pornographique ? Et quelles conséquences pour sa sexualité plus tard ? J'ai envie de dire, au stade où on en est de notre débat, on touche à ce qu'il y a d'une certaine manière de plus intime dans chaque être humain. Et l'intimité qui nous fait homme ou qui nous fait femme, c'est de dire déjà on est unique. C'est-à-dire que globalement, on ne peut pas se positionner par rapport à ce que je suis face à ce qu'est l'autre. C'est la différence de chacun. Et une des difficultés, me semble-t-il, dans la pornographie, mais dans plein d'autres actes, c'est de vouloir mettre un standard. Un standard qui est on va être un peu crash, mais c'est pas crash, c'est la réalité de la vie. De jouir au maximum, de montrer qu'on est des puissants, que la puissance, elle est avant tout masculine et que derrière, et c'est pour ça qu'on reviendra sans doute sur la question de la pornographie féministe, soi-disant, c'est de dire, c'est l'homme qui domine. C'est l'homme qui est maître du jeu. C'est derrière de pouvoir, non pas être attentif aux sentiments, mais assouvir, j'allais dire,
l'aspect qui fait partie de notre humanité, qui est un aspect purement mécanique et bestial, entre guillemets. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire, c'est qu'on touche à la question de l'intimité. Quand on touche à la question de l'intimité, on ne va pas en parler si facilement à l'autre. Que ce soit son enfant ou son parent. Dans ce dialogue, c'est compliqué. Et que de toute façon, cette réalité-là d'intimité, on ne peut en faire que sa propre expérience. On pourra dire tout ce que l'on veut, c'est soi qui va pouvoir être exprimé ce sentiment. D'accord, très bien. Donc du coup, je me suis noté le côté mécanique et bestial qui est souvent représenté dans nos contenus pornographiques et qui n'est pas forcément propice à une intimité avec son compagnon ou sa compagne plus tard. Y a-t-il d'autres caractéristiques lorsque ma sexualité est éduquée ou influencée par du contenu pornographique ? Moi, je voulais quand même dire un deuxième aspect, c'est parce que la pornographie, c'est un marché, puisque c'est un réel besoin de l'humain, bien évidemment, on le marchandise, et que la pornographie est au cœur de cette marchandisation-là, qui va jusqu'à aussi faire que ça peut devenir une véritable drogue. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que j'ai commencé par ça, moi. Oui, c'est intéressant ce que tu avais dit. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que comme l'héroïne, comme la cocaïne, ça nous renferme sur soi, et la pornographie, c'est une réalité d'action qui amène l'individu à se renfermer sur soi pour vivre, soi-disant, une jouissance. C'est aussi quelque chose, à mon avis, d'un peu dramatique, mais qui exprime aussi nos pauvretés. Il faut être clair. Notre volonté de sortir. Et on verra de cette justement pauvreté. par rapport à ces pauvretés, quelle est la richesse que peut-être un chrétien a par rapport à sa vision sexuelle. Pour terminer sur les caractéristiques de l'éducation petite pornographique et l'influence sur ma sexualité plus tard. Alors, je pense que déjà, on peut quand même noter que le monde de la pornographie est très vaste aussi. Il y a plein de variations. Il y a beaucoup de stéréotypes, mais tout n'est pas trash, tout n'est pas ultra violent. Différence entre l'érotisme et la pornographie. Oui, mais même, je veux dire, il y a aussi des choses joyeuses. Enfin, je veux dire, c'est pas le. Enfin. Déjà, c'est fait pour des adultes. Donc après, chacun se positionne par rapport à la façon de s'amuser ou de se réjouir ou de stimuler son imagination et tout ça. On peut en discuter, mais c'est un sujet. On peut pas réduire ça à simplement les images les plus horribles, mais qui existent. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire de savoir comment un jeune, si on revient à la jeunesse, parce que c'est un mineur, concrètement, un mineur. A accès à une foultitude de choses et comment est-ce qu'il va rester ouvert. Alors, non, la pornographie c'est autre chose, mais de façon générale, comment on reste ouvert à un grand nombre de choses et comment cette ouverture, on la vit dans sa relation avec ses parents. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des choses... Alors, on ne va pas regarder un film pornographique avec ses enfants, c'est sûr, mais il y a plein de façons d'aborder... Il y a plein de façons d'aborder la sexualité avec ses enfants au travers de choses que l'on voit, que l'on entend, que ce soit des émissions, des films, voilà, dire, on peut aussi rentrer dans des discussions un peu adultes avec ses enfants. D'accord. Et où on en discute, où on a une base commune pour en discuter. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ce qui est important et ce qui rend les comportements addictifs, c'est quand une personne est complètement isolée et reste vraiment sur quelque chose dont elle ne sort pas, qui tourne en boucle, et dans lequel nous, en tant que parents, n'avons plus aucun moyen d'entrer et d'apporter notre regard de parents. D'accord, qui tourne en boucle, moi je mettrais sur la table un des effets évidents de la pornographie, qu'elle soit plus ou moins trash ou pas, c'est la permanence des images qui sont stockées dans le cerveau. Et moi ce que je mets sur la table, c'est ces images sur la femme parfaite, sur la sexualité féminine. Moi, dans les pornos que j'ai vus il y a quelques années, je vais dire clairement, j'ai l'impression que la femme, elle est en stimulation ultra rapide. Dans la réalité d'une vie de couple, 23 ans de mariage, pour moi, c'est relativement faux, ok ? Et je veux dire, il y a quand même des stéréotypes à un moment donné qui vont créer une insatisfaction dans ma vie de couple, dans la vraie vie, qui est liée au fait, mais c'est pas croyable, ma femme n'est pas comme les femmes que je vois à l'écran, et elle n'est pas excitée apparemment aussi facilement que celle que j'ai à l'écran. Ma femme a un problème. Mais toi aussi, t'en as peut-être un, parce que il y a la performance masculine, qui est, ça c'est très concret. Le mot, je veux dire... Je suis désolé, mais je sais pas si je vais tenir aussi longtemps que la star Rocco Siffredi, par exemple, pour citer un nom. Vous savez quelle est la forme de pornographie qui est la plus fréquente et qui me choque finalement le plus ? C'est les émissions de télé-réalité qui se déversent sur les chaînes publiques, TF1 et tout ça. C'est une forme de pornographie. Le porno soft.
extrêmement... C'est même pas du porno, en fait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait... et il y a beaucoup de jeunes, et avec l'assentiment des parents, puisque ça relève pas du porno, hein, mais c'est jour après jour des mâles, des femelles un peu comme ça, qui se distinguent pas forcément par leur esprit, hein, et qui rentrent dans un espèce de jeu de séduction, mais complètement pauvrissime, avec des dialogues, mais qui ferait honte à n'importe quel réalisateur de film porno, et qui renforce des stéréotypes, mais pourtant nul. Et je veux dire, et ça, on se pose pas la question. Mais que font nos enfants devant ces choses-là, jour après jour? Et que faisons-nous parfois, nous, en laissant la télé à ces chaînes-là, à ces heures-là? Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'interroge. Alors, je ne veux pas minimiser l'impact de la pornographie pour des jeunes comme ça, mais il faut il faut exercer un contrôle parental là-dessus. Mais on sous-estime l'effet pernicieux et destructeur sur la conception de la sexualité et de l'affectivité que ces émissions ont. Ah oui, donc effet pernicieux et destructeur. Ce que tu renvoies, David, à deux niveaux. C'est à travers les réalités, etc. Et là aussi, c'est l'ambiguïté, c'est la quête d'être fort et la réalité que je suis dans ma vie quotidienne d'une grande pauvreté, que j'ai plein de problèmes, plein de soucis, et que, je vais chercher cet idéal. Et d'une certaine manière, et je crois que ça doit tous nous interroger dans notre manière d'appréhender la vie, c'est que on nous serine depuis notre plus tendre enfance, et sans doute comme parents, nous sommes bien sûr aussi dans cette logique-là, nous réussissons si nous sommes forts. Et la question de la force, c'est qu'est-ce que ça représente ? Réussir sa vie, être fort, ça veut dire quoi ? En termes de sexualité, réussir sa vie, être fort, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qui fait que je vais réussir ma relation sexuelle à l'autre ? Cette question-là, il faut se la poser. Alors, le porno, il nous amène à avoir un standard. Mais quel est le standard dans notre société de dire aussi, et c'est jouissif, paraît-il, c'est réussir ma vie, c'est d'avoir plein de fric, c'est finalement de faire fi un peu de ce qu'est l'autre dans la manière dont je vais gagner cet argent, c'est d'être le dominant, etc. Est-ce que c'est ça ? On en reviendra sur la question du christianisme tout à l'heure. Dans un instant. Est-ce que c'est ça notre vision ? Il me paraît évident que c'est non la réponse. A-t-on le courage de pouvoir dire que c'est non ? Ok, justement, moi c'est une des occasions que nous saisissons régulièrement avec mon épouse lorsqu'on voit ce genre d'images. Non mais même du porno cheap, porno soft, c'est à chaque fois on essaie de rebondir parce que pour nous aussi c'est difficile, même si c'est un peu notre métier aussi, enfin le métier de mon épouse, c'est de rebondir. Tu sais que dans la vraie vie ça fonctionne pas forcément comme ça, donc attention à corriger et à faire devoir d'information sur qu'est-ce qu'est la sexualité dans le cadre d'une relation intime et dans le cadre d'une relation qui soit équilibrée. J'ai juste par rapport à notre dernière partie. Par rapport à la manière dont on peut préserver les plus jeunes. Ouais. J'émets quelques réserves. Ah, sur les moyens effectifs du contrôle. Ils sont pas finis à mon avis. Ben non, on le voit. Vous avez n'importe quel site, même sur d'autres produits. Il faut juste cliquer pour dire que vous avez plus de 18 ans. Pour un site qui vend de l'alcool, en ligne par exemple, on vous dit j'ai plus de 18 ans, je poursuis, j'ai moins de 18, je m'en vais. N'importe qui peut cliquer là où il veut. Okay. De toute façon, à supposer même que les grands sites pornographiques mettent en place un système avec toutes les complexités, en particulier en Allemagne, de vie privée qui serait menacée là-dedans. Il y a le fait que de toute façon, naturellement, naîtront des branches qui, elles, s'affranchiront de ça et dans lesquelles, dont ceux qui voudront trouver l'info sauront la trouver. Donc il y a de toute façon moyen toujours de contourner. Je pense que c'est le match est perdu d'avance pour moi. C'est même un défi. Je trouve que si on est jeune, on a une interdiction, on va prendre le défi d'essayer de trouver la solution. David, c'est Guillaume Canet et son exemple de la passoire. Ouais. C'est à partir du moment pour Canet plus. À partir du moment où on met de l'interdit et on trouve des moyens techniques ou autres d'être sur l'interdit, on va tout faire, au moins à un certain moment de notre existence, pour dépasser cet interdit et voir ce qui se cache derrière. C'est notre humanité aussi. Oui, et puis ensuite, parce que le sujet de l'émission n'est pas tellement sur les moyens d'interdire. Mais je voudrais juste dire, parce que pour les moyens, il y a vraiment quelque chose d'important, c'est qu'il ne faut vraiment pas faire l'économie des contrôles parentaux.
Et je pense que c'est sur les ordinateurs, alors sur le téléphone, c'est très compliqué. Et je trouve qu'il y a un vrai manque là-dessus. On peut moins le faire sur les fixes. Mais sur les fixes, le contrôle parental est indispensable. Sur les ordinateurs. C'est indispensable. Je croyais les téléphones et je fixes. pense que jusqu'à un certain âge, à définir si c'est 14, 15 ans et tout ça, il faut partir du principe et le dire à ses enfants. Je ne peux avoir accès à tout ce que tu regardes dans l'intérêt de ta protection. Notamment je peux avoir accès à tout. Même si on peut l'effacer. On le dit, il le sait, on l'enregistre. Okay. Et il faut que le contrôle parental soit là. Donc, oser un minimum de contrôle parental et surtout oser en parler parce que potentiellement la pornographie donne un standard, des stéréotypes qui peuvent du coup qui influencent considérablement ma vision de l'intimité avec l'autre. Et dans un instant, on va aborder quel peut être le regard du chrétien sur la pornographie. Éclairage, éclairage, éclairage. Sur une tendance de société, sur une actualité, un débat pluriel et surtout, de bonne foi. Éclairage. Bienvenue si vous nous rejoignez dans l'émission Éclairage consacrée aujourd'hui à la pornographie. Nous avons débattu ensemble des enjeux de la pornographie, des conséquences d'être éduqué sur sa vision de la vie sexuelle et intime via du contenu pornographique et bien sûr sur les raisons aussi de cette puissance, puisque le terme a été cité, de cette énergie. Et l'objectif de cette dernière partie, c'est en tant que chrétien, est-ce qu'il y a quelque chose à dire ? Est-ce qu'il y a une façon d'approcher la pornographie ? Est-ce qu'il y a peut-être un projet, et là je suis déjà en train de donner mon opinion, un projet supérieur sur la sexualité et le cadre dans lequel celle-ci évolue, dans le cadre d'une foi chrétienne. C'est parti pour cette dernière partie, il nous reste 7 minutes, messieurs. Je peux Bernard. dire quelque chose ? Merci Philippe. Face à cette réalité-là, moi j'ai une parole tirée d'une des lettres écrites par Paul, qui a écrit pas mal de lettres dans la deuxième partie de la Bible, ce qu'on appelle le Nouveau Testament, où il dit « Tout n'est pas utile ». Ok. Voilà. Tout ne me construit pas. Tout ne me construit pas. Voilà. Donc, il y a des gens, je veux dire, j'ai pas besoin de ça. Ça rejoint un peu ce que disait Marc tout à l'heure par rapport à la façon dont on peut se projeter dans une relation à l'autre. Oui. J'ai pas besoin de ça pour me construire moi-même, mais me construire dans ma relation à l'autre. Bien. Ok, très bien, ça a le mérite d'être très clair. Merci beaucoup Bernard, j'ai bien fait d'attendre un petit peu. Oui, et se construire, c'est s'appuyer sur des bases. David. Et c'est aussi naître à des choses nouvelles chaque jour. C'est-à-dire que les stéréotypes sont des choses qui nous enferment. La solitude est quelque chose qui nous enferme, qui nous fait nous replier sur nous et qui nous empêche de naître. À ce moment-là, je pense que quand on arrête de naître, c'est-à-dire vraiment se déployer chaque jour et se sentir plus libre, à ce moment-là, on est enfermé dans quelque chose et on meurt, comme le grain qui ne veut pas germer et qui finit par être mort. Et le lien avec ça, c'est que je trouve que moi j'aime beaucoup ce mot « naître ». Et ce mot « naître » a donné aussi le mot « connaître », qui veut dire naître ensemble. Ah, et la Bible utilise un beau mot pour parler de la rencontre et de l'union sexuelle entre l'homme et la femme dans ce récit d'Adam et Ève qui se sont connus. Oui, Yada. Voilà. Et je trouve que la traduction française, je ne sais pas exactement si le mot hébreu porte le mot, mais je trouve que la traduction française pour moi est magique, c'est naître ensemble. Connaître. Très joli. Super très boucle. Joli. Voilà, et je trouve que c'est ça. Ça veut dire que, bon, de toute façon, quand on est sur de la pornographie, voilà, on est un spectateur passif devant des gens qui ont mis en scène quelque chose. Donc, on est peut-être à quelque chose de très infime et peut-être on risque surtout de revenir dans sa coquille. Mais connaître, voilà, c'est l'enjeu. Est-ce que la relation sexuelle soit une connaissance et une renaissance ensemble à un autre univers. Très bien, ça me parle bien, merci beaucoup. Marc ? Alors, moi, ce que je mettrais en avant, je pense que au-delà de la question du porno, c'est tout le rapport alors moi je vais parler de l'Église et de la sexualité. Et c'est toujours la question de la sexualité, parce que dans notre humanité, c'est pas facile. Donc bien sûr, dans notre manière de penser, de vivre notre foi, c'est sans doute un peu complexe aussi. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut regretter cette pensée ecclésiale qui mettait la sexualité un peu dans le domaine de l'interdit ou du tabou. Okay. Alors que ce que j'ai envie de dire, c'est que je crois que ce qu'il y a au cœur de la Bible, parce que c'est tout l'appel entre autres de Jésus-Christ, c'est de dire tout ce qui n'est pas
source de vie, est à proscrire. La vie doit l'emporter sur la mort. Et si je dis ça, c'est que la sexualité, un des actes merveilleux de la sexualité, c'est de pouvoir féconder. Mais c'est pas, comme l'Église l'a souvent dit, vous ne pouvez pratiquer, entre guillemets, la sexualité que dans cet objectif-là. Okay. Je crois qu'il y a la réalité aussi de la relation, de la rencontre, du plaisir, qui n'est pas un mot tabou en tant que tel. Alors, est-ce qu'on peut dire... Et de pouvoir, voilà. Donc, une relation féconde qui naît à quelque Est-ce qu'on chose. peut dire que du coup... Non mais reposons des bases. D'après la Bible, la sexualité, c'est bien, c'est beau et c'est bon, quoi. Ah oui. Je crois qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a pas de doute là-dessus. Non mais attendez, on va mettre l'église au milieu du village, quand même. Oui, mais c'est pas non plus comme ça que nos structures ecclésiales en parlent. Ok, mais là, du coup, c'est pas le sujet. Alors, Bien du coup, souvent. est-ce que d'après la Bible, la sexualité, puisque aujourd'hui, dans un monde entre guillemets qui n'aurait pas la foi chrétienne, il y a aussi une volonté d'avoir du sexe responsable, il y a aussi une volonté de limiter l'accès au contenu pornographique. Donc, on peut avoir. Est-ce que ça veut dire que la Bible propose un cadre d'évolution de la sexualité et notamment des choses qui seraient hors cadre, toujours d'après la Bible et pour le chrétien. Mais la Bible ne propose pas, alors ça moi j'en suis intimement persuadé, ne propose pas un cadre légal pour vivre notre vie sociale. Il propose une autre réalité. C'est la rencontre de Dieu qui va sublimer, qui va faire que si j'accepte de recevoir la main de Dieu, ma vie va être transformée parce qu'il va me mener dans tous les actes à être attentif à l'autre et donc à être attentif à moi-même. C'est pas un cadre de légalité de dire c'est possible ça ou c'est pas possible ça. On ne trouve pas ça dans la Bible. Alors pourtant on retrouve des mots qui ont donné le mot pornographie dans la Bible, puisque dans la Bible il y a yada qui est la rencontre. Donc moi, ma femme et moi, ce qu'on dit souvent à nos enfants, c'est que par rapport à la pornographie et la sexualité même responsable, la Bible a un autre projet, ou un projet qui le dépasse. Moi, ce que je trouve intéressant dans les messages par rapport à la pornographie, c'est de montrer une vertu supérieure, et pour moi, d'après la Bible, il y a quand même un cadre. Je ne parle pas des relations sexuelles hors mariage ou dans le mariage, je parle de la manière d'exprimer son énergie sexuelle dans le rapport à l'autre. Et il y a clairement les termes de yada et les termes de porneia, qui veut dire en fait toute forme d'inconduite sexuelle, le mot grec tout à fait, et mokeia qui signifie plutôt adultère, le fait de rompre un contrat qui me lie avec un partenaire envers lequel je me suis engagé. Et porneia a donné pornographie. Donc pour moi, il y a quand même un cadre, non ? Mais le cadre... Pas légal, bien sûr. Là, je parle du cadre biblique. Comment il nous propose notre projet sexuel ? La Bible nous invite constamment à dire, et nous donne des clés, sans doute, à dire comment nous positionnons notre vie, comment nous gérons notre vie. Tout à fait. Pour, une nouvelle fois, ce qui me paraît le plus important, être dans la plénitude de la vie. Et comme Dieu nous a fait être social, être de lien, je ne peux construire ma plénitude de vie que si je la construis avec l'autre. Et j'ajouterais juste, si je peux me permettre d'ajouter un adjectif à ce que vient de dire Marc, Dieu nous a fait tous différents. Nous sommes tous uniques. C'est un mot que Marc a déjà utilisé. Et David évoquait cela. Il y a des gens qui ont besoin de ça parce qu'ils pensent y trouver le plaisir et les effets de la drogue que tu évoquais au tout début d'émission, me semble-t-il. Ok. David ? Avant qu'on conclue l'émission. Je pense que la Bible marque. Alors je sais, c'est peut-être. Je sais pas comment historiquement dans tout ça s'est construit tout ça, mais il y a cette idée quand même d'une union longue et fidèle. Et pour la vie, dans lequel on est un cadre sûr et nourricier pour élever des enfants et leur transmettre ce qu'on a construit dans le cadre d'une vie de famille. Donc il y a cette idée quand même de sûreté et de conformité avec une sorte de plan de Dieu, de nous amener à une vie bonne et sereine et amoureuse dans l'amour. Ça me semble intéressant parce que du coup, moi, en tant qu'adolescent et potentiel, si je revenais en arrière, c'est quelque chose qui me motiverait davantage que de dire simplement on est chrétien, la pornographie, c'est mal, la sexualité, fais gaffe, c'est dans un cadre pseudo-légal. Oui. Ça me motive beaucoup plus d'entendre que Dieu, a priori, il aurait un idéal supérieur pour canaliser ses pulsions quand même. La sexualité est faite en sorte qu'elle est quand même très puissante pour faire naître des bébés.
Et donc ça, c'est quand même quelque chose auquel il faut être très attentif. Et je veux dire, la structuration aussi des structures familiales et tout ça sont aussi faites parce que ça complique beaucoup la vie des gens si des enfants naissent un peu partout et tout ça. Ouais. Donc il y a quand même cette nécessité de contrôler un petit peu ce flux de vie, qui a besoin de. Je trouve que ça serait toute une autre émission, mais passionnant ce que dit David. C'est-à-dire au cœur de la sexualité, comme au cœur de tous nos actes posés dans notre vie, il y a des conséquences. Et qu'entre autres, la sexualité, dans sa capacité formidable, dans la relation que l'on a à l'autre, de pouvoir féconder, c'est de se dire comment nous maîtrisons, comment nous gérons cela. Parce que, bien évidemment, le cœur de la sexualité, c'est de pouvoir être source de vie, de donner vie à un enfant, mais donner vie aussi à la progression, au développement de l'amour au sein d'un couple. Oui, tu vas au-delà de la procréation, on l'a bien entendu. Et là, la technique a modifié quand même un petit peu les enjeux, puisqu'il est beaucoup plus facile d'avoir un amour libre et sans conséquences, en tout cas sans conséquences au niveau de la naissance des enfants, pas forcément sans conséquences affectives. Et que voilà, et donc, bon, il y a toujours la question des maladies et qui font partie aussi des enjeux de la sexualité, des enjeux très importants de la sexualité aujourd'hui, et je pense qu'il est nécessaire de parler de façon cash, sans crainte à ses enfants. La sexualité peut faire naître des bébés et donner des maladies mortelles. Voilà. Et que dans ce cadre-là, l'aspect moral est presque secondaire par rapport à cet aspect, je dirais, vital, qui est que ça, on ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas faire n'importe quoi. Voilà. C'est vrai pour tous les actes de notre vie. Et du coup, ça implique un petit peu, moi en tant que parent peut-être qui ai une foi chrétienne vis-à-vis notamment de mes enfants, c'est de dire qu'est-ce que tu veux mon fils pour ta vie plus tard ? Sur quoi tu construis ? La pornographie va construire un certain nombre de choses. Qu'est-ce que tu veux ? Voilà ce que moi je dis. Voilà ce que ma foi dit. Pour terminer sur cette mais tu mesures bien qu'en disant ça à ton fils, il faut effectivement, enfin il faut pas. Je crois que c'est formidable de dire cela, mais en même temps c'est ô combien complexe. Alors complexe, c'est-à-dire constitué de beaucoup. Les réponses, on les trouve en chemin. Les réponses, on les trouve dans la construction progressive à sa vie. Et on va constamment les réinterroger. Et ce que Dieu nous propose, c'est que, au-delà de notre réalité terrestre, la vie ne s'arrête pas. Très bien. Ma volonté, quand même, c'est que mon fils, il ait aussi des repères, même si après, il va y avoir un cheminement. Pour terminer cette émission, un rapide tour de table, qu'est-ce que vous aimeriez retenir, vous, à titre personnel, des 42 minutes que nous avons de passer ensemble ? Dernier tour de table. C'est parti. Bernard. Dialogue et pédagogie. Dialogue et pédagogie. Ok. Tu veux faire... Ah non, mais c'est super court. Très bien, merci beaucoup. David. C'est pas forcément aussi court. Hein. Sensibilité contre... Attends, je reviens ? Oui, tu peux revenir. Sensibilité de cœur contre dureté de cœur. Et je pense que... Sensibilité de cœur contre dureté de cœur. Oui, pour moi, je pense que c'est l'enjeu qu'on sort de tout cela, c'est que il y a des attitudes, des comportements, des recherches qui nous amènent à une plus grande sensibilité et une plus grande écoute de l'autre. Et il y a des comportements qui nous amènent à une plus grande dureté de cœur et qui nous enferment. Ok, très bien. Ça peut être aussi la manière dont je parle à quelqu'un et je ne suis pas d'accord avec... Ça dépasse le cadre de la sexualité. Ouais, très bien, merci beaucoup. Marc. La sexualité n'est pas tabou. La sexualité est une des magnifiques créations de Dieu dans notre humanité. Et en même temps, comme dans toute réalité humaine, cette beauté peut être terriblement souillée. Et la pornographie est une de ces bases de la souillure. Très bien. Bah, écoutez, vous savez quoi ? Du coup, moi, je ne vais pas terminer en rajoutant quelque chose parce que la dernière phrase, notamment de Marc, me semble claire et assez même très concrète. Bernard, tu voulais revenir ou c'est bon ? C'était juste... Tu ne dois pas mourir de frustration non, pas du tout. Ou sinon, tu m'en parleras hors micro, absolument. Tout à fait. Un grand merci à tout le monde de nous avoir suivis pour cette émission sur la pornographie, en espérant donc que vous avez des bases pour mieux la vivre et mieux en parler, mieux la vivre. Je veux dire, le rapport par la pornographie, bien entendu, mais bien sûr, les questions que ça peut poser dans nos chaumières. Et on retombe sur les chaumières. À très bientôt pour une prochaine émission. Au revoir à toute l'équipe. Au revoir. Au revoir. Au revoir.